sommaire de cette édition, en Côte d'Ivoire, mise en service d'une nouvelle centrale électrique. L'éditorialiste égyptien Eikal est mort. Présidentiel aux États-Unis, George W. Bush revient sur scène, même pour son frère. Les vols directs entre les États-Unis et Cuba vont reprendre après plus d'un demi-siècle d'interruption. Sport, la FIFA demande la radiation à vie de 2 des anciens dirigeants accusés de corruption. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Merci de rester connectés à The Blessing Channel. Nous levons tout de suite en Côte d'Ivoire, comme annoncé dans les titres. La Côte d'Ivoire a inauguré le mercredi dernier une nouvelle centrale thermique électrique. Cette usine, d'une capacité de 234 MW, a coûté la somme de 225 milliards de francs CFA, environ 343 millions d'euros. Rappelons que ce projet, qui permettra aussi la fourniture d'une énergie de qualité, est également respectueux de l'environnement. Suivons cet élément. La centrale appartient à la Cyprel, la compagnie ivoirienne de production d'électricité, une filiale du groupe franco-africain Eranov, qui produit et distribue l'électricité ainsi que de l'eau potable dans toute l'Afrique de l'Ouest. Selon le président Alassane Ouattara, qui a lancé le démarrage de la centrale, cette infrastructure devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre pratiquement son objectif de capacité d'électricité pour 2016, soit 2000 MW de capacité installée. Au-delà de l'abondance d'électricité qui sera à disposition, le projet permet aussi la fourniture d'une énergie de qualité. La turbine à vapeur produit de l'électricité sans consommer de gaz naturel. Le cycle combiné préserve l'atmosphère en évitant le rejet de 500 tonnes de CO2 par an. Ce sont un peu plus de 1200 localités qui ont été électrifiées en milieu rural entre 2013 et 2015, portant ainsi le taux de couverture nationale à 48% contre 33% en 2011. Notre objectif à terme, bien sûr, c'est d'arriver à réduire le prix de l'électricité. Ce n'est pas encore le cas, mais nous allons y arriver. Moi, je suis très fier d'abord que nous ayons moins de coupures d'électricité, que nous ayons de l'électricité de meilleure qualité et que nous puissions aussi demander à ce que nos centrales et notre production puissent aider les pays de la sous-région. Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a décidé de s'attaquer à un tabou. Le prix de l'essence est gelé depuis les années 90. Le super va ainsi augmenter à la pompe. Le Venezuela sous le choc alors que son président Nicolás Maduro s'est résolu à s'attaquer à un tabou, le prix de l'essence gelé depuis les années 90. Le super va ainsi augmenter de 6000% à la pompe. Explication, la chute des cours du brut a fait plonger les revenus du pays de 70% sur 2 ans. Ce chauffeur de taxi ne décolère pas. Je ne suis pas d'accord avec ça, pas du tout. Comment peut-on augmenter autant le prix de l'essence? C'est exagéré. Combien est-ce que va me coûter un plein? Et si un pneu coûte 50 000 bolivars, combien est-ce qu'il va coûter maintenant? Je veux dire, c'est absurde. Je suis d'accord, il fallait le faire, réplique l'employé de la station-service. Le pays perd beaucoup sur le raffinage. L'augmentation du litre de super à 6 bolivars est justifiée. L'essence avait jusque-là échappé à l'inflation galopante à 140% en septembre dernier. Pour la combattre, le président a décidé de dévaluer la monnaie pour les biens de première nécessité. Nous allons faire passer le taux de change officiel de 6 bolivars 30 par dollar à 10 bolivars par dollar. Ce taux nous permettra de remplir notre mission qui consiste à assurer la protection de nos citoyens dans des domaines fondamentaux comme la santé, les médicaments ou l'alimentation. Enfin, le salaire minimum mensuel va être relevé de 20% à 1150 $ au taux officiel, 57 $ au taux flottant et 11,50 $ au marché noir. L'économie vénézuélienne s'est contractée de 5% l'an dernier. La Grande-Bretagne a enregistré 60 000 chômeurs de moins au 4e trimestre de l'année 2015. Le taux de chômage dans ce pays s'est lui maintenu à 5,1% de la population active, au plus bas en 10 ans, alors que les salaires n'ont augmenté que de 2% sur un an au 4e trimestre. La Grande-Bretagne a recensé 60 000 chômeurs de moins au 4e trimestre 2015. Selon l'Office national des statistiques, le nombre de demandeurs d'emploi s'établissait à 1 690 000 fin décembre. Le taux de chômage s'est lui maintenu à 5,1% de la population active, au plus bas en 10 ans.
Seul bémol, les salaires n'ont augmenté que de 2% sur un an au 4e trimestre, leur plus faible rythme de croissance depuis début 2015. Le retour au plein emploi semble se confirmer en janvier avec une nouvelle baisse des demandes d'indemnisation chômage. L'éditorialiste égyptien Hekal est mort à l'âge de 92 ans. Il était l'un des journalistes les plus connus du monde arabe. Il faut rappeler que Hekal a commencé sa carrière comme reporter avant de devenir le directeur du journal Al-Haram. La mort de Mohamed Hassanin Hekal, il avait 92 ans. Le journaliste égyptien était l'un des éditorialistes les plus connus du monde arabe. Hekal a commencé sa carrière comme reporter de guerre en 1942 avant de devenir un proche de Nasser, un conseiller d'Anwar el-Sadat et le directeur du journal El-Haram. Parlons à présent de la présidentielle aux États-Unis. L'ex-président américain George W. Bush revient sur la scène politique en meeting à North Charleston, en Californie du Sud. L'ancien occupant de la Maison-Blanche a un soutien de poids pour son jeune frère Jeb dans la course aux primaires républicaines. Un soutien de poids et une tête très connue, celle de George W. Bush. L'ancien président est venu encourager son jeune frère Jeb dans la course à la primaire républicaine. À North Charleston, en Caroline du Sud, le public semble être surtout venu pour voir l'ancien président accueilli en héros. Ils sont 3000, une affluence rarement atteinte lors d'un meeting de Jeb Bush. Il semble qu'il y ait beaucoup d'insultes, mais je tiens à vous rappeler ce que notre bon père m'a dit une fois, les étiquettes sont pour les boîtes de soupe. La présidence est un travail sérieux qui nécessite un jugement sain et de bonnes idées. Et ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Jeb Bush a l'expérience et le tempérament pour être un grand président. George W. Bush a également appelé à ne pas voter pour Donald Trump. En 2000, Bush avait remporté la primaire ici avec 53% des voix. Son frère Jeb à la traîne espère faire aussi bien samedi lors de la primaire. Parlons à présent de la reprise historique entre les États-Unis et Cuba, des vols directs. Un accord a été signé. Dans ce sens, les vols directs entre les États-Unis et Cuba vont reprendre après plus d'un demi-siècle d'interruption. Cet accord reste historique puisqu'officiellement, le tourisme américain reste interdit à cause de l'embargo commercial imposé par les États-Unis depuis 1960, après l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro. Les vols directs entre les États-Unis et Cuba vont reprendre après plus d'un demi-siècle d'interruption. Un accord en ce sens doit être signé aujourd'hui. Un accord pour le moins ironique puisqu'officiellement le tourisme américain reste interdit à cause de l'embargo commercial imposé par les États-Unis à l'île. En Espagne, la colère des taxis contre Uber continue. Ils dénoncent la déréglementation du secteur des transports avec dans leur viseur les VTC précisément, les véhicules de transport avec chauffeur et la société Uber ainsi que le site de covoiturage Blablacar. En Espagne, des milliers de chauffeurs de taxi ont manifesté contre cela la semaine dernière. En Espagne, des milliers de chauffeurs de taxi ont manifesté ce jeudi à Madrid pour dénoncer la déréglementation du secteur. Dans leur viseur notamment les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur et la société Uber, ainsi que le site de covoiturage Blablacar. Plusieurs chauffeurs de taxi français avaient fait le déplacement pour soutenir leurs collègues espagnols. Nous continuons toujours avec les taxis Uber. Les chauffeurs particuliers pourront bientôt être sollicités pour toutes les livraisons du groupe Amazon. En effet, le numéro 1 mondial du commerce en ligne sur l'ubérisation pour réduire ses coûts de livraison. Amazon mise sur l'ubérisation pour réduire ses coûts de livraison. Le géant américain du commerce en ligne en a informé par mail les conducteurs qui lui louent déjà leur service au coup par coup dans le cadre du programme de livraison express Amazon Flex réservé aux clients premium. Ces chauffeurs particuliers pourront bientôt être sollicités pour toutes les livraisons du groupe en concurrence directe avec des transporteurs traditionnels comme FedEx qui facturent très cher la livraison à domicile. Les coûts de livraison d'Amazon ont augmenté de 18% l'an dernier à 11,5 milliards de dollars. Le nouvel iPhone aurait été baptisé 5SE pour le Special Edition. Il serait doté du design du 5S et des performances de 6S et aussi de 6S+. L'américain Apple pourrait ainsi dévoiler dès le 15 mars prochain le nouvel iPhone et aussi un nouvel iPad. L'américain Apple pourrait dévoiler dès le 15 mars un nouvel iPhone et un nouvel iPad. C'est ce que croit savoir un site japonais renseigné par un vendeur Apple.
plus petit. Le nouvel iPhone aurait été baptisé 5SE pour Special Edition. Il serait doté du design du 5S et des performances des 6S. Les ventes d'iPhone n'ont augmenté que de 0,4% d'octobre à décembre, leur plus faible hausse depuis la sortie du premier iPhone en 2007, du fait d'un moindre engouement pour les terminaux de grande taille. Quant à la nouvelle tablette, il s'agirait d'un iPad Air 3 inspiré de l'iPad Pro. Le président de la Fédération internationale, Sébastien Coe, menace de suspendre les athlètes kenyans des prochains Jeux olympiques si leur pays ne se plierait pas aux règles de l'Agence mondiale antidopage. David Rudisha et d'autres stars de l'athlétisme kenyan pourraient être privés des JO. David Rudisha et les autres stars de l'athlétisme kényan pourraient être privés des Jeux olympiques de Rio. C'est la menace brandie par le président de la Fédération internationale, Sébastien Coe, au cas où le pays d'Afrique de l'Est ne se plierait pas aux règles de l'Agence mondiale antidopage. Nairobi n'a pas tardé à réagir en promettant qu'une loi sur le sujet serait adoptée par le Parlement dans les 2 mois qui viennent. Depuis 3 ans, ce sont pas moins de 40 athlètes kenyans qui ont été suspendus pour dopage, dont Rita Jeptu, qui a gagné 3 fois le marathon de Boston et 2 fois celui de Chicago. La FIFA demande la radiation à vie de 2 de ses anciens dirigeants accusés de corruption. Luis Bedoya, ex-membre du comité exécutif de la FIFA, ainsi que l'ancien président de la fédération chilienne Sergio Radue, qui n'aurait pas respecté 6 articles du code éthique de la FIFA. Suivons ce reportage. La justice interne de la FIFA demande la radiation à vie de 2 anciens dirigeants accusés de corruption. Il y a d'abord Luis Bedoya, qui fut membre du comité exécutif de l'instance, patron de la fédération colombienne, ainsi que vice-président et comptable de la confédération sud-américaine. Il n'aurait pas respecté 6 articles du code éthique de la FIFA. Il est notamment accusé de fraude et de racket, et il a déjà plaidé coupable auprès de la justice américaine. L'ancien président de la fédération chilienne, Sergio Radue, poussé à la démission en novembre dernier, a lui aussi plaidé coupable et accepté de collaborer à l'enquête en échange d'une réduction de peine. Actuellement en résidence surveillée à New York, il aurait reconnu avoir touché des pots de vin pour l'attribution des droits télévisés de plusieurs éditions de la Copa América. Nous terminons ce journal avec cet élément, test ADN, analyse de résidus de tir, comment travaille la police scientifique, suivant cette vidéographie. La police scientifique alimente de nombreuses séries télévisées qui en donnent une représentation plus ou moins faussée. Contrairement à l'image véhiculée par les séries, les salariés de l'Institut national de police scientifique en France sont des scientifiques, pas des policiers. Aucun d'entre eux ne sort du laboratoire pour trouver un coupable et l'interpeller. Quant aux expertises, elles prennent dans la vie beaucoup plus de temps qu'à la télévision. L'analyse de résidus de tir sur les mains d'un suspect, par exemple, nécessite 4 à 8 heures. Une analyse ADN prend plusieurs jours, mais si des traces riches comme du sang ou du sperme sont retrouvées et que l'enquête justifie une recherche urgente, ce délai peut être réduit à quelques heures. Les techniques montrées dans les séries, bains, microscopes ultra grossissants pour connaître les composants exacts d'une matière, sont proches de la réalité. La police scientifique peut notamment révéler des traces de sang effacées, trouver des empreintes ADN sous une couche de poussière, dater un décès grâce aux insectes nécrophages ou identifier un criminel avec une fibre capillaire 20 ans après les faits. Pour analyser les empreintes digitales, les scientifiques travaillent dans la même atmosphère tamisée que celle qui baigne les experts. En revanche, pour les analyses ADN, les vrais laboratoires fonctionnent en lumière naturelle. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information qui vous a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.